C'est bon. Bonsoir et bienvenue à chacun et chacune qui êtes avec nous dans cet auditorium du groupe Le Monde. Bonsoir à vous qui êtes en ligne, qui êtes devant votre écran. Vous êtes 500 à vous être inscrits à distance à cette conférence de ce soir. Avec nous donc Serge Erkberg qui est spécialiste de santé publique et puis Karine Jacquemart, directrice de Foodwatch France. J'aurai l'occasion de les présenter un peu plus tout à l'heure. Donc moi je suis Dominique Fonlu et pas Pascal Tournier qui est ma consoeur à la vie et donc je vous accueille à cette conférence organisée par l'hebdomadaire La Vie. Chaque mois nous vous proposons une conférence sur un thème d'actualité et celui de ce soir est ô combien d'actualité puisque l'actualité des 3 dernières semaines avec l'expression de la colère des agriculteurs rend la question qui nous réunit, agroalimentaire et santé publique des consommateurs condamnés à subir, elle rend cette question d'autant plus pertinente que les acteurs dominants de l'agroalimentaire et de la grande distribution ont globalement échappé aux analyses de la crise. Au contraire, la résolution des barrages routiers mis en place par les agriculteurs semble avoir été possible essentiellement grâce à l'annonce de la suspension d'un programme censé réduire de moitié l'utilisation des pesticides d'ici 2030. Voilà, reporté sine die. Nous y reviendrons. Nous en faisons tous le constat. Nous avons en amont un agriculteur sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté et en bout de chaîne, 10 millions de personnes en France qui sont dans l'insécurité alimentaire. Et au milieu, un système de production, d'importation et de distribution qui influence la quasi-totalité de nos achats. Et pour compléter le tableau, nous assistons à une explosion des maladies chroniques liées à l'alimentation. Le poids des lobbies de l'agroalimentaire et ses conséquences sur notre santé sera au cœur de notre échange ce soir pour le constater, pour en mesurer sa puissance, mais aussi pour lancer un débat public sur un système qui dysfonctionne dangereusement. Donc 2 invités pour en parler, un scientifique et une militante de la société civile. Serge Erkberg, vous êtes docteur en médecine, vous êtes à la fois un chercheur et un acteur de santé publique dans le domaine de la nutrition. Donc, le chercheur, c'est le docteur en épidémiologie nutritionnelle. Vous avez dirigé de grandes études sur plusieurs années, de longues années d'ailleurs, des études de cohorte avec une équipe rattachée à l'INSERM, comme l'étude Suvimax sur les antioxydants et Nutrinet Santé. Vous êtes aussi un acteur de santé publique puisque vous avez présidé pendant 17 ans au ministère de la Santé le PNS, le Programme National Nutrition Santé, dont nous allons peut-être reparler ce soir. Vous êtes à l'origine de nombreuses mesures de santé publique, comme la taxation des produits sucrés et édulcorés, la réglementation sur l'alimentation en milieu scolaire et en particulier l'interdiction des distributeurs de produits sucrés, salés à l'école, dans les écoles, et le développement du logo nutritionnel, le Nutri-Score, sur les emballages des aliments, ce qui ne vous a pas rendu populaire auprès des industriels de l'agroalimentaire. Vous êtes aussi l'auteur de Mange et tais-toi, un nutritionniste face au lobby agroalimentaire, c'est très explicite, que vous avez publié en 2022. Karine Jacquemart, donc vous êtes directrice générale de Foodwatch France, une ONG européenne indépendante qui se définit comme un contre-pouvoir citoyen et qui détient depuis une année maintenant l'agrément d'associations de consommateurs. Voilà. Alors, Foodwatch veut défendre le droit de tous et de toutes à une alimentation saine, durable, choisie et abordable. La question est importante. Grâce à votre expérience internationale, vous avez aussi une vision plus large que la France, puisque en 2002, vous avez coordonné des missions humanitaires avec Action contre la faim. Et les situations que vous avez rencontrées alors au Sri Lanka et dans plusieurs pays d'Afrique vous ont convaincu de la nécessité de mener des campagnes pour défendre une meilleure justice sociale, environnementale et économique. Et avant de diriger Foodwatch France, vous avez coordonné la campagne Forêt d'Afrique et droits des populations à Greenpeace International, donc une carrière de militant déjà d'une bonne vingtaine d'années. Donc, je vais passer d'abord la parole à Serge Erkberg pour que vous nous parliez de ces nombreux travaux. Beaucoup de travaux scientifiques montrent à quel point l'alimentation est déterminante pour notre santé
Et pourquoi ce qui paraît aujourd'hui une évidence peine à se traduire par des changements de comportement des consommateurs que nous sommes? Bien, merci. Oui, en effet, maintenant, depuis plusieurs décennies, et ça ne surprend personne, une accumulation de travaux scientifiques a permis de mettre en évidence que l'alimentation est un déterminant de la santé, un facteur qui peut être soit de risque ou de protection vis-à-vis de très nombreuses maladies chroniques, celles qui constituent aujourd'hui les grands enjeux de santé publique que nous connaissons en France, en Europe et au niveau du monde. Alors, l'obésité, bien sûr, mais toutes les maladies nutritionnelles, donc en relation avec l'obésité ou indirectement avec l'alimentation, certains cancers, des maladies cardiovasculaires, le diabète, l'hypertension. Donc, on a une accumulation de preuves scientifiques extrêmement fortes, qu'elles soient expérimentales, cliniques ou épidémiologiques, qui permettent aujourd'hui d'identifier ces facteurs de risque ou de protection liés à la nutrition qui interviennent dans le déterminisme des maladies chroniques. Alors on ne sait pas tout, il y a encore beaucoup de choses, on a encore besoin de recherche, mais ces grands progrès de la recherche auxquels on a assisté au cours des 20 ou 30 dernières années nous permettent vraiment de pouvoir traduire ces connaissances en termes de recommandations de santé publique. Et la grande difficulté auquel se heurte, et vous l'avez déjà abordé dans votre introduction, c'est qu'il est souvent extrêmement difficile de mettre en place des mesures de santé publique, même si elles sont basées sur la science, même si elles ont un dossier scientifique extrêmement conséquent, à partir du moment qu'elles viennent à l'encontre de certains intérêts économiques, entre autres. Et donc, les connaissances que l'on peut avoir, qui aujourd'hui permettraient réellement de mettre en place des mesures qui sont utiles à la santé publique, utiles à la santé des consommateurs, des citoyens, sont bloqués par le fait qu'en face, des puissants intérêts économiques, des lobbies, relayés souvent par des personnalités politiques, empêchent donc la mise en place de ces mesures. Donc on a un hiatus entre la connaissance scientifique qui permet réellement aujourd'hui de reconnaître dans l'alimentation les facteurs qui peuvent intervenir sur la santé, des mesures de santé publique qui sont défendues au niveau international par les experts, les comités d'experts, de scientifiques, dans énormément d'institutions. Mais la difficulté est en effet la capacité de décliner ces mesures à un niveau politique, par soit manque de volonté politique, soit même lorsqu'il y a une volonté politique, la difficulté d'arriver à passer outre les pressions extrêmement fortes des lobbies qui s'y opposent. Merci, on en reparlera tout à l'heure hein, de la façon dont vous-même avez dû batailler contre les lobbies. Karine, quels sont les principaux domaines pour lesquels vous travaillez en fait à Foodwatch? Qu'est-ce qui vous intéresse? Quelles sont les questions que vous appréhendez en fait, que vous travaillez? Le spectre est assez large puisque le sujet central, l'objectif final, c'est d'arriver enfin à faire respecter le droit pour toutes et tous à une alimentation, comme vous le disiez, chaque mot compte, saine, durable, choisie et surtout abordable. Donc forcément, ça va de l'amont, la production agricole, jusqu'à ce qu'on trouve dans notre assiette. Et ça tombe bien parce que ce que j'aime bien faire, c'est justement remettre en perspective l'ensemble du système. La semaine dernière, ces dernières semaines, quand on a vu la colère des agricultrices, des agriculteurs, il y a eu beaucoup de raccourcis. Et notamment le fait de ne regarder que cette partie-là de la chaîne. Il y a même eu certaines diversions, n'est-ce pas, puisqu'on est arrivé à des décisions pour réduire l'usage, empêcher de réduire l'usage des pesticides, alors que le sujet principal de colère, à juste titre, légitime des agricultrices et des agriculteurs, c'était de pouvoir vivre dignement de leur travail. Donc aujourd'hui, on est face à un système fou, qui, en fait, de part et d'autre, comme vous l'avez dit, crée de la précarité. Donc on a de la précarité, une agriculteur sur 5 qui vit en dessous du seuil de pauvreté, mais qui aussi sont pris pour beaucoup dans un système lui-même assez fou et dont ils sont victimes. C'est pas leur faute à eux, mais ce système qui, après-guerre, a voulu qu'on produise toujours plus, toujours
avec un rendement toujours plus important et surtout avec toujours plus d'intrants, puisqu'il fallait bien que l'industrie chimique trouve quelque chose à faire. Et tous ces agriculteurs, ces agricultrices, ils sont finalement pris dans un système de dépendance. Donc première chose, ils ont raison d'être en colère, ils doivent pouvoir vivre dignement de leur production de façon saine, c'est-à-dire produire une alimentation saine avec le moins d'intrants possible. D'ailleurs, c'est scandaleux qu'aujourd'hui la bio recule autant. Mais il faut les accompagner. Donc déjà, n'opposons pas les agriculteurs et les consommateurs. Ce sont les mêmes et ce sont des citoyens, des citoyennes. Et d'ailleurs, ce sont les premières victimes, on parle de santé, ce sont les premières victimes au niveau de la santé sur l'usage des pesticides. À l'autre bout de la chaîne, on a cette insécurité alimentaire insupportable. Là, j'entends parler en ce moment de 30 millions de personnes en France, en 2024, qui sont dans l'insécurité alimentaire. Moi, vous l'avez dit, j'ai travaillé dans l'humanitaire. C'était déjà inacceptable partout dans le monde, mais en France, on a de la richesse. Donc, elle est où cette richesse et comment on pourrait accepter un système qui crée de la précarité de toutes pièces et avec des millions de gens qui ne se nourrissent pas assez. Et là, deux choses. En quantité et en qualité, c'est un problème. Donc, qu'est-ce qui se passe au milieu de la chaîne? Il se passe qu'on a effectivement une industrie agroalimentaire. Je ne parle pas des PME, il y a à peu près 18 000 PME qu'il faut aussi soutenir et accompagner, mais dans cette industrie agroalimentaire, il y a aussi 70-75 géants de l'industrie agroalimentaire. On parle de Nestlé, de Mondelez, d'Unilever, on peut parler de toutes ces marques. On va reparler d'ailleurs d'un scandale encore récent avec Nestlé que Foodwatch va attaquer en justice une nouvelle fois. Et il y a aussi le maillon de la chaîne de la grande distribution. Et là, ils ont un contrôle massif du marché. Et c'est ça le problème. 6 des plus grands distributeurs en France contrôlent 90% du marché. Donc quand on se pose la question depuis 2 ans, qu'est-ce qui se passe avec cette inflation alimentaire? Qui profite de l'inflation? Le scandale, c'est que personne ne sait répondre aujourd'hui parce qu'il y a une opacité terrible sur les marges. Donc ce qu'on a lancé, Foodwatch avec Famille Rurale, on a lancé une coalition pour avoir plus de poids, donc j'ai proposé à Famille Rurale, l'UFC Que Choisir et la CLCV de se joindre à nous. Ce qu'on a lancé depuis fin novembre, et je vous invite à aller renforcer cette pétition sur le site de foodwatch.fr, c'est de demander de la transparence sur les marges des produits alimentaires par produit. Et surtout de demander de la modération des marges sur les produits plus sains et plus durable pour que ce soit un sujet, cet accès. Parce que, comme je le disais, il y a un problème d'accès en quantité, mais il y a surtout un problème d'accès en qualité. Parce que non seulement ces géants de la distribution et de l'industrie agroalimentaire imposent leurs conditions d'achat de la matière première et des produits agricoles à nos agriculteurs et agricultrices, mais ils imposent aussi ce qu'on retrouve sur le marché, ce qu'on retrouve dans les rayons des supermarchés. Ils imposent les produits et ils imposent à quel prix. Or, quand on creuse un peu et qu'on va fouiller, comme on l'a fait avec notre enquête où on est allé voir ce qu'il y avait d'un peu disponible chez, par exemple, l'Observatoire de la formation des prix et des marges, on se rend compte de quoi? On se rend compte qu'il y a des marges très importantes sur des produits sains et durables. Par exemple, en 2023, on parlait de plus 16% sur les fruits et légumes. C'est 3,5 fois l'inflation moyenne de l'époque. Et en revanche, vous aurez remarqué toutes les promotions et les petits prix qui sont faits sur les produits de la malbouffe. Les produits de la malbouffe, du coup, Serge Herbert peut vous l'expliquer mieux que moi, c'est les produits qui sont avec un mauvais équilibre nutritionnel et les produits ultra transformés. Et ces géants qui décident de ce qu'ils mettent dans leur supermarché, ils mettent 70% des produits en moyenne qui sont des produits ultra transformés et ils font de la promotion sur les produits de la malbouffe. Là, on a un vrai problème parce que ça veut dire que notre système flèche les gens vers de la malbouffe, ce qui crée une épidémie de maladies chroniques, diabète, obésité, cancer, maladies cardiovasculaires. Et tout ça, en fait, pour des bénéfices privés de ces entreprises et un coût qui sont des coûts cachés, en fait, qui ne sont pas reflétés dans le prix de notre alimentation. Un coût caché qu'on paye nous, les contribuables, sur le système de la santé et sur la société. Et je finis juste avec ce chiffre, il est ancien malheureusement, et je suis sûr qu'il a explosé, mais il est déjà extrêmement parlant. Un chiffre de 2014 de Bercy, donc le ministère des Finances, qui estimait que le coût social de la surcharge pondérale en France, c'était 20 milliards par an. Donc, qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas d'argent pour rééquilibrer le système, mais il faut de la transparence sur ces marges, parce que sinon c'est le règne de l'impunité. Or, dans le règne de l'impunité, on apprend qu'on peut quand même vraiment pas faire confiance à ces géants qui profitent de ce système, en fait, pour quelque part faire des profits indécents dans le dos et sur le dos des agriculteurs et des consommateurs. Donc, on est là pour dire, ça suffit, les responsabilités, elles sont là, et il faut que ce système, il change parce qu'il est intenable.
Merci. Donc Serge, peut-être vous pouvez nous parler justement des effets sur la santé de ces produits très en promotion, enfin qu'on trouve qui sont les moins chers en fait et les plus abordables. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces produits transformés? On sait que c'est pas terrible pour la santé, mais vous qui avez des éléments scientifiques pour nous en parler. Alors, si on parle de santé humaine, santé individuelle, en fait, au travers de notre alimentation et au travers des aliments, il y a 3 dimensions dans les aliments qui ont une valeur santé. Il y a la composition nutritionnelle, et on sait que le fait de manger en quantité importante certains composants qu'on retrouve dans les aliments, le sucre, les graisses saturées, le sel, constituent des facteurs de risque impliqués largement donc dans le risque de maladies qui ont déjà été citées. À l'inverse, le fait de consommer des fibres, certains types de protéines, surtout végétales, le fait de manger plus de fruits et légumes, etc. On peut vraiment donc reconnaître ces éléments qui impactent donc ces maladies très directement au travers de la composition nutritionnelle. Donc ça, c'est déjà connu, étayé par des centaines d'études. Il y a une deuxième dimension santé qui a été évoquée, c'est celle de l'ultra-transformation, c'est-à-dire le fait que certains aliments subissent des processus industriels multiples, vont perdre un peu leur identité, on ne reconnaît plus le produit final par rapport, on reconnaît plus le produit initial par rapport à celui qui est vendu, et ces processus industriels à répétition multiples sont souvent accompagnés d'un ajout d'additifs. Alors l'ultra-transformation, qu'il ne faut pas confondre avec le fait qu'un aliment soit industriel. Tous les aliments ultra transformés sont industriels, mais tous les aliments industriels ne sont pas ultra transformés. Il y a des aliments simplement transformés qui ont un processus industriel assez simple. Je sais pas, le fait d'être mis en conserve, par exemple, amène des légumes à être transformés, mais non pas ultra transformés. Le problème, c'est pas tant donc d'une façon générale l'ensemble des aliments industriels, mais dans les aliments industriels, ceux qui sont ultra transformés, ce sont ceux qui sont les plus aujourd'hui poussés par le monde industriel, parce qu'il y a des intérêts économiques extrêmement importants. Donc l'ultra transformation, c'est une dimension également qui est connue et reconnue par plus de 70 études épidémiologiques comme un facteur là aussi de risque des maladies, les mêmes que ceux sur lesquels la composition nutritionnelle impacte. Le problème, c'est que la composition nutritionnelle et l'ultra-transformation, ce sont 2 dimensions qui se chevauchent, mais qui ne sont pas parfaitement collinéaires. C'est-à-dire, tous les aliments ultra-transformés ne sont pas obligatoirement avec une composition nutritionnelle défavorable, la très grande majorité va l'être, et dans les aliments qui ne sont pas ultra-transformés, certains vont ne pas être favorables sur le plan nutritionnel. Donc ce sont 2 dimensions différentes, la 3e dimension étant représentée par les pesticides. Donc, vous voyez qu'il y a composition nutritionnelle, il y a ultra-transformation, il y a pesticides qui sont 3 dimensions complémentaires qui expliquent en quoi les aliments que nous consommons sont susceptibles d'impacter notre santé d'une façon générale. Et c'est pour ça qu'il faut mettre en place des mesures de santé publique qui visent à la fois à réduire les aliments qui sont de composition nutritionnelle défavorable, donc les produits gras, sucrés, on sait aujourd'hui la viande rouge, les produits céréaliers raffinés. Alors, il y a toute une liste de produits dont il faut, non pas interdire la consommation, mais limiter la consommation. Il y a des produits qui sont plutôt à promouvoir, comme les produits végétaux, les fruits et légumes, les produits céréaliers complets, les poissons, notamment les poissons gras. Donc, toute cette dimension fait l'objet de recommandations nutritionnelles de santé publique qui font partie des messages qui sont donnés auprès de la population. Il faut réduire les aliments ultra transformés, donc ça recouvre une partie de ceux qui n'ont pas une composition nutritionnelle, mais je vous disais, pas totalement. Et donc, il faut être capable d'identifier ces aliments. C'est ça qui est aujourd'hui complexe. Alors, on peut, en retournant l'emballage, en regardant la liste des ingrédients, se dire que si on est face à une liste d'ingrédients extrêmement importante, avec des noms savants de produits qu'on n'a généralement pas dans sa cuisine, qu'on n'utilise pas pour cuisiner, c'est généralement signe d'un degré important donc de transformation, d'ultra-transformation. Et puis pour les pesticides, alors on peut discuter évidemment la signification du logo, mais il y a quand même un logo agriculture biologique qui
informe sur des processus de fabrication qui visent à réduire la présence des pesticides. Donc ces 3 dimensions sont extrêmement importantes à prendre en considération parce qu'elles ont réellement des conséquences sur la santé. Comme ceci a déjà été rappelé, c'est vrai que ces maladies ont un coût humain. Quand on parle d'obésité, cancer, de maladies cardiovasculaires, d'hypertension, de diabète, le coût humain est considérable en termes de morbidité, de mortalité, notamment de mortalité prématurée qui pourrait être évitable. Mais il y a aussi un coût social et économique. Karine l'a rappelé pour l'obésité, le surpoids et l'obésité. On estime environ un coût des dépenses directes et indirectes au surpoids et à l'obésité représente à peu près 20 milliards d'euros, c'est ce que Karine a dit. Mais si on prend les cancers, c'est un peu plus de 22 milliards d'euros par an. Les maladies cardiovasculaires, c'est 18 milliards d'euros par an. Si on prend d'autres types de maladies, c'est un coût humain vraiment qui est humain, social et économique tout à fait considérable. Et c'est vrai qu'on est très malheureux de se dire que lorsqu'on discute avec des politiques, puisqu'on essaye de les convaincre sur l'importance de prendre en considération ces coûts, notamment sociaux et économiques, dans les politiques de santé publique, eh bien on a du mal, non pas à les convaincre, parce que souvent ils disent, bien sûr, vous avez raison, mais à les amener à mettre en place ces mesures qui permettraient, alors non pas, quand on touche à l'alimentation, d'éviter que ces maladies existent. Ces maladies sont des maladies multifactorielles. Il n'y a pas que l'alimentation qui joue un rôle. Il y a d'autres facteurs, à la fois environnementaux, mais également des facteurs biologiques, métaboliques, génétiques. Mais il y a des facteurs sur lesquels on ne peut pas intervenir. On ne choisit pas ses gènes, on ne choisit pas son grand-père, sa grand-mère, ses aïeux. Par contre, le contenu de son assiette, au niveau individuel et collectif, on doit être capable de pouvoir intervenir dessus. Et donc, non pas d'éviter que ces maladies n'apparaissent, mais réduire le risque que ces maladies se développent et donc viennent peser si fort en termes de santé individuelle et collective. Et pourtant, ce choix n'est pas si évident que ça, en fait, puisque vous vous battez pour que nous ayons le choix. Alors, qu'est-ce qui fait que nous n'ayons pas tant le choix que ça ? Vous parliez là, on peut commencer à parler de ces fameux lobbies. Vous les décrivez comme un système de corruption autorisé. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que c'est qu'un lobby ? Comment ça fonctionne, en fait ? Parce que je suis pas sûre qu'on sache tous combien de lobbies il y a à Bruxelles, à quel niveau ils interviennent. Si vous pouviez nous décrire ce système. Bien sûr, mais surtout, je vais vous donner des exemples concrets. Mais je vais faire une transition parce que je revois le titre de cet échange, de cette conférence, agroalimentaire et santé publique des consommateurs condamnés à subir. Donc je ne vais pas laisser le suspense jusqu'au bout. Pas du tout. Nous ne sommes pas du tout condamnés à subir. C'est tout à fait la bonne nouvelle. C'est bien pour ça qu'on est là et que Foodwatch existe en tant que contre-pouvoir citoyen et s'appuie sur le travail formidable de scientifiques comme ceux de Serge Harberg et de son équipe et beaucoup d'autres. Et d'ailleurs, on travaille avec beaucoup de scientifiques puisque tout ce qu'on publie et qu'on demande, c'est basé justement sur la science et la nécessité qui devrait être une priorité absolue de défendre l'intérêt général et bien évidemment la santé publique. Donc je vous annonce une bonne nouvelle, on n'est pas du tout obligé d'accepter l'inacceptable. D'ailleurs, c'est pas du tout ce qu'on va faire et on va continuer à pousser et je vais vous donner quelques exemples. Donc dans ce que disait Serge, c'est très intéressant après de décortiquer une alimentation saine. Il y a la partie nutritionnelle. Donc par exemple, on peut pas être sur tout non plus. Donc Foodwatch, pour donner un exemple concret, on s'est dit en priorité, on va soutenir ce logo nutritionnel du Nutri-Score qui a évolué, qui va continuer à évoluer, qui n'est pas parfait, mais qui depuis le début a quand même une qualité énorme, qui est de permettre à toute citoyenne, tout citoyen, de pouvoir comparer d'un coup d'œil la qualité nutritionnelle de produits entre eux dans une même catégorie de produits. D'accord ? Ceux qui vous racontent qu'il faut comparer des céréales avec du Coca-Cola ou de je sais pas quoi, c'est qu'ils sont pas de bonne foi. Donc on compare dans une même catégorie de produits. Je laisserai Serge peut-être détailler. Et c'est très important parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des disparités et des inégalités là aussi dans la société de gens qui finalement n'avaient pas accès à la même information. Déjà, il y a un tableau nutritionnel qui est incompréhensible à l'arrière. Donc, de toute façon, 90% des gens ne le comprennent pas. Et c'est important d'avoir ce code couleur pour que tout le monde, vraiment d'un coup d'œil. Parce que là aussi, il faut faire un pas de côté. Et se dire, le système dans lequel on veut nous mettre n'a aucun sens. Il faut en sortir, il ne faut pas l'accepter. Parce qu'aujourd'hui, tant qu'on n'a pas ce genre de logo nutritionnel obligatoire et d'informations plus claires sur les additifs, qui utilise Yuka aujourd'hui, ici ? Qui utilise l'application Yuka pour faire ses courses ? Voilà. Donc, mes amis de Yuka savent très bien que je dis ça.
c'est formidable ce qu'ils ont fait. En plus, vraiment, ils sont indépendants. Et d'ailleurs, on a lancé une action, je vais en parler dans un moment, contre les additifs à base de nitrite avec eux. Mais si on prend un pas de côté, à quel moment on trouve normal et on accepte de dépendre de son smartphone et d'une application pour scanner les codes barres de produits dans un supermarché en se posant la question, lequel va être le moins dangereux pour mes enfants ? Donc là, je vais remettre les choses à leur place. Il y a une réglementation européenne qui s'appelle la EU Food Law, c'est la législation générale sur l'alimentation, qui date de 2002. Elle a été mise en place après le scandale de la vache folle. Elle n'est pas assez respectée, mais sur le papier, elle est forte. Et elle dit très clairement qu'il est interdit de commercialiser dans toute l'Union européenne des produits qui présenteraient le moindre risque pour la santé, à court terme, on peut reparler d'E. coli, de salmonelle et de problèmes immédiats, mais aussi à long terme, quand on accumulerait, par exemple, des additifs dangereux pour la santé, des résidus de pesticides. Donc en fait, c'est dans la loi. Donc déjà, bonne nouvelle, il n'y a pas à réinventer la roue, il faut juste qu'on arrive à faire appliquer la loi. Mais sur cette question nutritionnelle, il y a le Nutri-Score et il y a un autre sujet, je suis sûr que vous en avez entendu parler, ça fait plusieurs années qu'on pousse, c'est tout simplement une demande de l'Organisation mondiale de la santé de protéger les enfants de la surexposition à la publicité pour la malbouffe. Et donc, ce qu'on demande, c'est l'interdiction de la publicité et du marketing. On ne demande pas la lune, hein, c'est spécifique. Pour des produits trop gras, trop sucrés, trop salés. Et quand ça cible les enfants. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a 1 enfant sur 6 en France qui est en surpoids ou obèse. Et que là aussi, l'Organisation mondiale de la santé parle d'épidémie. Et est-ce qu'on prétend que c'est la seule solution? Pas du tout. En revanche, ce que l'Organisation mondiale de la santé dit, c'est que c'est la mesure la plus simple à mettre en place et qui apporterait le plus d'efficacité. Donc faisons-le. Sauf que, puisqu'on parle des lobbies, qu'est-ce qui s'est passé, exemple, en 2020 ? En 2020, vous vous rappelez, il y a eu la Convention citoyenne pour le climat. Et alors nous, on est un peu têtus à Foodwatch avec ma petite équipe, c'est-à-dire que dès qu'il y a une occasion, on remet le même sujet. Donc dès qu'il y a une proposition de loi qui permet de mettre le sujet encadrement du marketing de la malbouffe qui cible les enfants, on y va, on se pose même pas la question. Et là, effectivement, une des recommandations de cette Convention citoyenne pour le climat était de supprimer les publicités pour la malbouffe et les produits polluants. Donc nous, ni une ni deux, allez, hop, on remet ça. Comme ça, on discute avec les députés, qui sont les parlementaires, qui vont voter la loi. On a besoin des législateurs, puisque c'est eux qui votent la loi in fine. Et on leur dit, bah, tenez, reprenez cette recommandation, mettez-la dans la loi. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, on nous a fait fuiter. Quelqu'un m'a envoyé une lettre que l'ANIA, mes meilleurs amis, le lobby de l'industrie agroalimentaire, ont envoyé à 4 ministres, mais pas le ministère de la Santé. Donc le ministère de l'économie, de l'agriculture qui gère l'industrie agroalimentaire, de la culture, parce que je les comprends, d'ailleurs je les ai rencontrés récemment pour leur dire que bien sûr il faut qu'ils soient accompagnés, mais ils avaient un peu peur de perdre des redevances. Bon, ça c'est un faux problème. Pour protéger les enfants, trouvons une solution pour le ministère de la Culture et l'audiovisuel, et puis on avance parce que c'est une question de santé publique. Mais ce que je veux dire, c'est que le lobby, c'est ça. Le lobby, c'est qu'à un moment donné, quand il y a une proposition de réglementation, dans l'intérêt général, ultra ciblé sur les enfants. On n'a jamais dit arrêtez de faire de la pub pour l'alimentation. Parce que là, ils pourraient dire bon, c'est un peu abusé. Pas du tout. Et en plus, je suis sûr qu'ils vont faire comme avec le Nutri-Score. Serge, je parle sous votre contrôle. C'est-à-dire qu'avec le Nutri-Score, une des vertus, c'est que les entreprises se sont dit j'ai quand même intérêt commercialement à présenter un produit avec une meilleure couleur, une meilleure lettre. Donc ils ont reformulé, c'est-à-dire qu'ils ont changé les recettes d'un certain nombre de produits parce que tout d'un coup, cette transparence leur donnait une motivation à présenter un produit de meilleure qualité nutritionnelle. Là, c'est pareil. Je suis sûr que si on fait un encadrement de cette publicité sur Internet et notamment à la télé, je suis sûr qu'ils vont continuer à faire de la pub. C'est juste que soit ils vont améliorer leurs produits, soit ils vont faire de la pub ciblant les enfants pour des produits qui seront moins déséquilibrés, et c'est tant mieux. Donc ce système de lettres voilà, sous la table, d'aller envoyer des faux arguments aux députés. On a d'ailleurs épinglé, c'est sur notre site internet l'année dernière avec d'autres associations, FITEIS, le lobby des pesticides, en flagrant délit d'avoir menti aux députés sur une menace de perte à l'emploi si une mesure contre les pesticides était prise qui était totalement infondée. Donc ça, c'est leur travail au quotidien, c'est de bloquer les lois. Maintenant, il y a d'autres méthodes. Donc la partie nutritionnelle, je vous donne un exemple. La partie qui est sur les additifs. C'est important aussi pour avoir une alimentation saine. Aujourd'hui, il y a plus de 330 additifs qui sont autorisés dans l'Union européenne. C'est trop.
D'ailleurs, les toxicologues, ils disent quoi? Ils disent que c'est compliqué déjà d'évaluer régulièrement chaque additif, mais que c'est totalement impossible d'évaluer les risques d'effet cocktail. C'est-à-dire que quand dans votre métabolisme, vous avez tout d'un coup, vous mangez une pizza avec 30 additifs, qu'en plus il y a des résidus de pesticides sur lesquels vous n'avez aucune information, et qu'il y a des huiles minérales que Foodwatch a réussi à faire interdire, des dérivés d'hydrocarbures, là aussi, dont personne ne parlait et qui contaminaient vos aliments. Si vous avez tout ça, en fait, dans votre métabolisme, il y a un effet cocktail qui est impossible à évaluer. Voilà, donc il faudrait moins d'additifs, mais nous, à Foodwatch, on est assez pragmatiques. Donc on s'est dit, bon, on va commencer par demander l'interdiction, au niveau français mais aussi européen, de ceux qui sont les plus dangereux pour la santé d'après la science, et dont l'industrie peut se passer. On est quand même assez pragmatique. On l'a fait pendant des années avec d'autres associations sur le E171. Vous vous en rappelez peut-être, le dioxyde de titane. Ça servait à rien, puisque ça ne faisait que blanchir les aliments. Super important. Et c'était prouvé donc par beaucoup d'études scientifiques que ça présentait des risques crédibles pour la santé. Donc là, principe de précaution, on a la chance d'avoir un principe de précaution dans la Constitution française et dans les traités européens. Eh bien, s'il y a un risque crédible pour la santé, le législateur peut, j'ai envie de dire doit, prendre une décision pour interdire ces substances pour protéger la santé publique. On a lancé fin 2019 une pétition avec Yuka, j'en parlais, et la Ligue contre le cancer, pour demander l'interdiction des additifs à base de nitrite et de nitrate, après avoir obtenu finalement l'interdiction du E171. Nitrite et nitrate, vous savez, c'est ce qui rend le jambon rose. Il y a énormément d'études scientifiques qui pointent du doigt des risques extrêmement crédibles de ces additifs. Pas de ces additifs tout seuls, de ces additifs quand vous au contact de la viande et quand vous les ingérez. Et en fait, le risque cancérogène, il est là. Il est dans ce qui se passe dans votre organisme au contact de tout ça. On parle de 4000 cancers évitables. Tout ce que je dis, les sources sont sur le site internet de Foodwatch. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a travaillé avec des parlementaires, et notamment Richard Ramos, pour ne pas le citer, qui est très actif dans l'intérêt général sur l'alimentation et qui a porté une proposition de loi pour faire interdire ces additifs. On a rencontré les ministères, on a vraiment bossé et franchement on y a cru parce que on a une pétition qui est signée par plus de 600 000 personnes en France. Et franchement dans les ministères, je peux vous dire, je l'ai entendu, ils ont dit on peut pas faire comme si on l'avait pas vu. Non, vous pouvez pas faire comme si vous l'avez pas vu. Pour autant, qu'est-ce qui s'est passé? Le lobby de défense de la charcuterie, qui s'appelle la FICT, donc c'est une fédération, derrière laquelle se cachent en fait les grands patrons des marques qui vous vendent un petit marché à 2 vitesses, donc du jambon sans nitrite pour les riches, et du jambon avec nitrite à bas prix, comme je le disais en introduction, pour ceux qui n'ont pas les moyens, et eux se cachent derrière la FICT, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attaqué Yuka en justice. Parce qu'ils n'allaient pas attaquer la Ligue contre le cancer. Ils n'allaient pas attaquer Foodwatch, qui est une association de consommateurs, de citoyens, 100% indépendante. Et ils ont fait ça pourquoi? Parce qu'ils ont voulu affaiblir et dissuader cette mobilisation. Bon, c'est aussi parce qu'on avait eu la très bonne idée que quand vous scanniez un produit avec l'application Yuka, vous aviez la pétition qui arrivait sur votre téléphone. Ça leur a fait un peu peur. Mais voilà, alors finalement Yuka a gagné, finalement on n'a pas obtenu l'interdiction, on a obtenu une réduction de ces nitrites en France puis en Europe, et on ne va pas lâcher jusqu'à ce qu'il y ait une interdiction. Mais c'est ce genre de tactique-là, où ils ont fait un site internet en racontant des choses très limites, on va dire, par rapport à Ils nous disent que les nitrites, c'est pour mieux conserver, c'est ça? Oui, alors c'est faux. Non, mais ça c'est pas faux, parce que les nitrites sont effectivement le seul avantage des nitrites, c'est de conserver. Ce qui est faux, c'est de dire que c'est la seule solution pour conserver. Preuve en est que il y a fort longtemps, personne n'utilisait ces additifs et on arrivait à conserver. Donc je vais pas rentrer dans le débat technique parce que ça c'est une autre stratégie des lobbies. L'autre stratégie des lobbies, moi je suis assez simple, je fais A plus B égale C. Donc quand j'ai de la science qui me dit il y a des risques crédibles, que je vois qu'il y a un principe de précaution, que la santé publique m'intéresse et qu'il y a des alternatives pour l'industrie, je dis il faut interdire. En revanche, on n'a jamais demandé là aussi une interdiction du jour au lendemain. Bien sûr qu'il faut accompagner l'industrie, bien sûr que ça prend du temps, bien sûr qu'il faut avoir du temps, mais pour le glyphosate comme pour les nitrites, comme je l'ai dit à la Commission européenne et dans tous les ministères, il faut du temps, il n'y a pas de problème, mettez-le dans la loi, mettez-le dans la décision, mais prenez cette décision. Ne me dites pas que comme il faut du temps, on ne décide pas une interdiction. Décidez d'interdire et mettez dans la mise en application de l'interdiction combien de temps il faut pour accompagner les gens, il n'y a pas de problème, mais prenez cette décision.
Voilà. Et donc, ça n'est pas ce qui a été fait. Mais les lobbies, une autre des stratégies qu'ils adorent, c'est créer de la confusion. Donc moi, je fais risque, santé, alternative, on y va. Eux, pas du tout. Vous avez remarqué ? Non, mais là, il y a un doute sur cette étude. Alors attendez, nous, on a une autre étude. Alors notre étude à nous, elle dit que vraiment, il n'y a pas de problème. Hein. Je ne sais pas où vous avez vu des problèmes, mais nous, notre étude, elle montre qu'il n'y a pas de risque pour la santé. On a vu ça avec le lobby de l'industrie du tabac. Vous vous en rappelez, vous avez vu des pubs et depuis, on a vu ça avec le lobby du sucre, on a vu ça avec le lobby des pesticides. C'est même ennuyeux parce qu'en fait, c'est toujours la même chose. Sauf que ça leur permet de gagner du temps. Parce qu'en face, quand on a des législateurs, quand on a des parlementaires qui ne connaissent pas forcément tous ces sujets, ben forcément, si vous créez du doute, c'est pas facile de prendre une décision. Et dans le doute, on gagne du temps. Donc là, on vient de se prendre un renouvellement du glyphosate pendant 10 ans, parce qu'il y a des gens qui mentent et qui prétendent que le risque pour la santé n'est pas suffisamment clair. Voilà. Et ça, c'est totalement insupportable. Et juste là-dessus, sur cette question du doute, je vous encourage à aller voir, je pense qu'il est toujours disponible sur le site d'Arte, mais il y avait un documentaire très bien fait sur la manufacture du doute, et un livre, alors il y a le livre de Serge Herbert que je vous recommande, mais très sincèrement, parce qu'il est hyper bien documenté, et il y a aussi un livre qui s'appelle Lobitomie, de Stéphane Aurel, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets-là, et qui est passionnant. Je m'arrête là, je peux vous donner encore plus d'exemples, mais c'est un peu ça. Et juste pour finir quand même, souvent on me dit, mais vous aussi vous êtes un lobby, puisque vous aussi vous allez rencontrer les députés, les parlementaires pour avoir une influence finalement sur la décision publique. Et je dis, si être un lobby c'est ça, vouloir influencer les politiques publiques, alors oui, mais il y a deux différences. La première, c'est qu'on le fait en toute transparence. Moi, tout ce que je raconte, c'est sur mon site internet, et quand je vois un député ou un ministre ou n'importe qui, c'est la même chose que je raconte. Et la deuxième chose, c'est que c'est dans l'intérêt général. Et pour être très clair, on n'est pas contre les entreprises, on n'est pas contre les marges, pour un peu reclarifier ce que je dis depuis le début. Bien sûr que non. Bien sûr qu'il faut que ça existe, et bien sûr que leur modèle, c'est aussi de faire des profits. Mais il doit y avoir une ligne rouge extrêmement claire. Ça ne doit jamais être au détriment des droits fondamentaux des populations et de la protection de l'environnement et du vivant. Or, aujourd'hui, ils l'ont largement dépassé. Et c'est dans ces moments-là qu'on s'énerve un peu, de façon constructive et non violente, et qu'on dit non, on n'est pas condamné à subir, et oui, on va se mobiliser pour ne pas laisser faire ça et faire changer les choses. Merci. Donc Serge Ekberg, votre nom est associé au Nutri-Score, hein, comme je le disais, qui a fait l'objet d'un intense lobbying. Donc vous, qu'est-ce que vous avez voulu faire avec ce Nutri-Score? Qu'est-ce que vous souhaitez au niveau européen et comment s'exerce ce lobbying? C'est une longue histoire, hein, je crois. C'est une longue histoire, c'est une saga. Mais pour faire le lien avec la question consommateurs condamnés à subir, comme l'a dit Karine, non, nous ne sommes pas condamnés à subir, mais pour l'instant nous subissons. Parce qu'en fait, si on replace dans le contexte de la vie des consommateurs, est-ce que le consommateur est réellement souverain dans ses choix? Non, il ne l'est pas, tout simplement parce que il suffit d'aller dans un supermarché pour prendre conscience que les aliments ne sont pas distribués au hasard. Les têtes de gondole, les sorties de caisse ne sont pas liées au hasard. Et donc, on est conditionné. La publicité, le marketing, alors la promotion d'aliments de faible qualité nutritionnelle, par exemple, les publicités télévisuelles ou sur n'importe quel média amènent à conditionner les choix alimentaires. Le manque d'information sur la qualité nutritionnelle des aliments, là encore, empêche que l'on ait un choix souverain en tant que consommateur. L'accessibilité économique, ça a été déjà cité à plusieurs reprises, en gardant à l'esprit que c'est vrai que l'alimentation, c'est un marqueur social. On le sait très bien, à la fois en termes des consommations alimentaires qui sont beaucoup moins favorables à la santé dans les populations les plus défavorisées, non pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire, souvent ils savent, ils connaissent bien même les slogans du Programme national nutrition santé, le catéchisme nutritionnel, mais ils ne sont pas capables de les traduire en pratique parce que d'une part l'information manque, parce qu'en plus l'accessibilité économique bloque la possibilité pour eux donc de pouvoir acheter des produits de bonne qualité nutritionnelle. Donc il y a tout un tas d'éléments qui fait que nous ne sommes pas souverains. Parmi ces éléments qui empêchent qu'on soit souverain, c'est l'absence de transparence sur la qualité nutritionnelle des aliments. Et donc Nutri-Score, c'est pas du tout une idée révolutionnaire, c'est une idée de bon sens qui est portée déjà à la fois par les scientifiques depuis plusieurs décennies, le principe de fournir une information qui soit
clair, intuitif, compréhensible par tous. C'est demandé par les consommateurs, déjà depuis très longtemps, les associations de consommateurs. Alors, Foodwatch fait partie déjà depuis longtemps de ceux qui se battent pour cette transparence. Et donc, l'idée que nous avons eue dans le cadre de notre équipe de recherche, c'est d'essayer d'aboutir à fournir une information qui soit synthétique, basée sur la science et qui soit compréhensible par tous. Qu'il n'y ait plus à retourner l'emballage des aliments pour lire ce tableau nutritionnel qui existe, qui est rempli de colonnes, de chiffres, de lignes, avec des termes ésotériques, qui est très peu utilisé par les consommateurs. Ça peut être utile pour certains malades qui ont besoin vraiment de savoir spécifiquement la composition en sel ou en sucre des aliments, mais qui est quelque chose qui est très peu utilisé, très peu intéressant sur le plan de la santé publique. Et donc l'idée de Nutri-Score, c'est de traduire ces données incompréhensibles sous forme d'un logo synthétique en face avant des emballages des aliments qui permet d'un simple coup d'œil de pouvoir juger de la qualité nutritionnelle des aliments, de pouvoir comparer les aliments entre eux, alors sans avoir besoin de sortir son smartphone, sans faire des efforts, avoir appris la nutrition pendant des années. Et même quand on est nutritionniste, les tableaux nutritionnels, on a du mal à les comprendre, notamment pour comparer les aliments. Donc Nutri-Score, c'est une simple idée de bon sens, au départ, qui est vraiment de fournir un élément d'information objectif, facilement compréhensible par tous, même par les populations ayant peut-être le moins de temps, le moins de bagages aussi pour pouvoir juger de la qualité nutritionnelle des aliments, donc quelque chose qui soit vraiment simple et intuitif, mais qui soit basé sur de la science. Et donc Nutri-Score, c'est un outil de santé publique qui repose dans sa construction sur la science, c'est-à-dire ce qui a été pris en considération dans l'algorithme de calcul du Nutri-Score, ce sont des éléments dont on veut soit réduire la consommation, le gras, les graisses saturées, le sucre, le sel, les calories, soit dont on veut promouvoir la consommation. Est-ce qu'il y a des fruits et légumes dans l'aliment? Est-ce qu'il y a des fibres, des protéines intéressantes? Et d'arriver à une note globale qui a pu être validée par de très nombreux travaux scientifiques. Aujourd'hui, il y a plus de 200 études scientifiques qui valident le Nutri-Score. Donc c'est vraiment un outil de santé publique qui vise à répondre à comment permettre aux consommateurs, qui souvent connaît les grandes recommandations. Je pense que si je vous demande qu'est-ce qu'il faut faire pour être en bonne santé, vous me direz, il ne faut pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, il faut manger plus de fruits et légumes, plus de fibres. Mais quand on est face à des rayons de supermarché, dans la jungle des étagères des supermarchés, avec des milliers, des dizaines de milliers de produits, comment réussir à juger quel est le produit qui est le plus intéressant? Si je vous demande qu'est-ce qui est plus intéressant entre des brocolis ou une pizza au fromage, je suis sûr que vous me répondrez que c'est le brocoli, vous aurez raison. Mais entre différentes pizzas, au fromage, ou margarita, ou chorizo, ou napolitaine ou autre, comment juger de la composition nutritionnelle et de la qualité nutritionnelle? Comment juger même pour un produit entre différentes marques? Est-ce qu'il y a des différences de qualité nutritionnelle? Il faut une transparence qui soit accessible à tous. Donc vraiment, Nutri-Score, c'est un outil de santé publique qui peut paraître extrêmement simple, parce qu'il est coloriel, du vert au rouge, de A à E. Ça paraît extrêmement simple, très facile à comprendre, les couleurs sont extrêmement évocatrices, mais derrière ça, il y a énormément de science. Et évidemment, lorsque l'on a proposé ce logo Nutri-Score en 2014 à la ministre de la Santé de l'époque, Marisol Touraine, dans le cadre d'un rapport qu'elle avait demandé à mon équipe pour rebooster la politique nutritionnelle de santé publique, cette proposition a fait l'objet d'une forte réserve et même ensuite d'un véritable combat engagé par les lobbies pour essayer d'empêcher cette transparence. Et les lobbies, c'est extrêmement puissant. Karine a donné quelques exemples, mais on a parlé de l'ANIA. L'ANIA, c'est un chiffre d'affaires de 180 milliards d'euros par an, c'est 450 000 emplois. La grande distribution, la Fédération l'Association nationale des industries alimentaires. Alimentaire. La Fédération du commerce et de la distribution, c'est-à-dire les grands distributeurs qui ont déjà été aussi évoqués dans le débat, c'est 750 000 emplois, c'est 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc vous voyez, le poids, bien sûr économique, mais le poids politique, la capacité de faire pression
pour bloquer la mise en place d'une mesure comme Nutri-Score ou d'autres mesures comme celles qui ont été citées, de la régulation de la publicité ou l'interdiction des nitrites, de poids extrêmement considérable, avec une capacité d'avoir une action au niveau politique. Alors grâce à différents stratagèmes, hein, le chantage à l'emploi, ça c'est un grand classique du genre. Évidemment, en effet, jeter le doute sur à la fois les travaux scientifiques et donc arriver à faire pression pour bloquer au niveau politique, que ce soit au niveau de ministères qui ont une certaine proximité avec les opérateurs économiques, comme le ministère de l'Agriculture ou de l'Économie et des Finances, au niveau de parlementaires, et on a plein d'exemples. Alors je les raconte dans mon livre, je ne peux pas faire de la publicité, je n'ai aucun droit d'auteur, donc je ne me gêne pas à dire que dans mon livre, j'ai raconté ce que j'ai vécu pendant près de 20 ans en tant que président du programme national nutrition santé, parce que j'ai vu les lobbies à l'œuvre, j'ai vu les stratégies qui sont mises en place, qui sont d'ailleurs toujours les mêmes, mais qui sont extrêmement capables de vraiment bloquer une grande partie des mesures, et on y reviendra, mais si Nutri-Score a pu, malgré l'opposition des industriels qui depuis le départ, depuis la proposition, ont tout fait pour essayer d'empêcher qu'il soit mis en place, il a quand même réussi à aboutir, c'est parce que c'est rentré dans le débat public, dans le débat sociétal, la mobilisation citoyenne, le poids de la science a permis à un moment donné de réussir à ce que l'on gagne une première bataille, c'est qu'il soit rendu non pas obligatoire pour des problèmes de réglementation européenne, mais qu'il soit officialisé comme le logo reconnu par les pouvoirs publics en France. Donc on a pu gagner une bataille. J'ai vécu en 30 ans de santé publique, près de 40 ans, énormément d'échecs, celle de la régulation de la publicité. Alors Karine a raconté cette anecdote de ses lettres envoyées au ministre, mais ça fait 20 ans en effet qu'on voit ces problématiques revenir, qu'il y a souvent eu des parlementaires qui ont essayé, poussés par les scientifiques, poussés par les associations de consommateurs, par les ONG, de faire passer une mesure de réglementation de la publicité. Et là encore, ce que dit Karine est extrêmement importante, l'idée n'étant pas d'interdire la publicité, mais de la réglementer de manière à empêcher qu'il y ait une promotion excessive d'aliments qui sont de qualité nutritionnelle défavorable et qui visent particulièrement des populations vulnérables, les enfants, les jeunes, les populations les plus défavorisées. Donc, Nutri-Score, c'est emblématique à la fois du lobbying qui s'oppose à la mise en place de mesures de santé publique utiles aux consommateurs et basées pour la science. Et c'est un rare cas où, tout de même si la guerre n'est pas complètement terminée, puisqu'au niveau européen, il y a encore beaucoup de blocages et qu'on n'arrive pas à rendre le Nutri-Score obligatoire, grâce à une conjonction de soutien, de support, et vraiment la mise en place, enfin la mise dans le débat public de cette mesure de santé publique et des lobbies, ça a pu passer. Mais vraiment, il faut être conscient du poids des lobbies. Je pense que vous l'êtes parce que beaucoup de gens sont sensibilisés. Mais en termes vraiment de nombre, vous évoquiez le nombre de lobbyistes. Par exemple, si on regarde à Bruxelles, au lieu du lobbying, puisque évidemment les décisions européennes sont extrêmement importantes et préoccupent beaucoup les opérateurs économiques, il y a 50 000 lobbyistes. Il y a 12 500 organisations de lobbying qui sont répertoriées, puisqu'elles doivent se déclarer au niveau de la Commission européenne dans un registre de transparence. Il y a 12 500 groupes. Alors ça varie sous des formes extrêmement diverses, mais ça représente 50 000 lobbyistes. C'est plus qu'il n'y a de fonctionnaires européens, puisqu'il y a 40 000 fonctionnaires européens au niveau de Bruxelles. 50 000 lobbyistes, imaginez, dont 25 000 qui sont à temps plein. Et ils ont très souvent une accréditation qui leur permet de rentrer au Parlement européen, de pouvoir rencontrer les parlementaires, de pouvoir leur faire passer leurs arguments quand vous êtes scientifique ou association de consommateurs non agréés. Pour rentrer dans la Commission européenne, pour voir des parlementaires, c'est extrêmement compliqué. Et à côté de vous, vous voyez passer les lobbyistes qui ont une carte qui les accrédite et qui leur permet de rencontrer autant de fois qu'ils veulent, de n'importe quelle façon, des parlementaires. Mais je ne veux pas que ça vous décourage. Car
Vous connaissez l'histoire de David contre Goliath et vous savez qui gagne. Donc, et plus sérieusement, c'est vrai. Donc il ne faut pas non plus sous-estimer le problème. Et c'est pour ça qu'il faut être assez malin. Il faut aussi qu'on unisse nos forces. C'est pour ça que c'est important de faire moi j'aime bien décrire Foodwatch comme un contre-pouvoir citoyen. Il y a plein d'autres associations. On travaille vraiment main dans la main les uns avec les autres. C'est important pour qu'on fasse poids et qu'on soit le plus efficace possible. Mais je vais revenir sur la précarité. Mais là, je vais en profiter pour vous donner un exemple de quand ça marche. J'ai évoqué les huiles minérales tout à l'heure. C'est un peu technique, mais en fait, ce sont des contaminants qui sont des dérivés d'hydrocarbures qui se retrouvent par plein de sources différentes dans les produits alimentaires. Et l'industrie savait qu'il y avait cette contamination. Les décideurs politiques savaient qu'il y avait cette contamination dans l'Europe, notamment parce que le gouvernement allemand, il y a 8 ans, quand on a commencé cette campagne, on savait qu'ils avaient un brouillon de législation pour commencer à regarder qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Mais en fait, rien n'était fait. Parce que vous ne pouvez pas savoir. Parce que cette contamination, elle n'est pas étiquetée, elle n'est pas dans les ingrédients, et il faut des méthodologies hyper pointues en laboratoire pour arriver à les détecter. Pour autant, là, il n'y a pas eu de stratégie de créer du doute, parce que cette fois, tous les scientifiques étaient alignés. Que ce soit l'EFSA, l'agence scientifique d'évaluation des risques européenne, l'ANSES, l'agence d'évaluation scientifique des risques en France, tous les toxicologues, tout le monde disait ces substances, les MOA de leur petit nom, sont en effet potentiellement cancérogènes, mutagènes et perturbateurs endocriniens. Comprenez, ils n'ont rien à faire dans nos produits alimentaires, si on s'intéresse un peu à la santé publique. Mais rien n'était fait. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des tests sur des produits, à l'époque du riz, plein de produits différents, fin 2015, dans les différents pays où Foodwatch est présent. France, Allemagne, Pays-Bas à l'époque. Depuis, on est aussi en Autriche. On a fait des tests, on a publié les tests, et là, on a montré que des produits de grande consommation étaient contaminés. Et du coup, le sujet a commencé à sortir. Et là, ça a commencé à bouger. Ça a commencé à bouger parce que du coup, tout le monde s'est mis à faire des tests dans les pays européens. Mais ça ne nous suffisait pas. Qu'est-ce qu'on a fait? En 2019, on a refait des tests. Mais cette fois, on les a fait sur des laits en poudre pour les bébés. Alors là, je peux vous dire que ça a bougé. Et oui, c'est dommage, mais c'est comme ça. On a quand même montré par ces tests, on a publié. Vous allez peut-être vous souvenir des visuels si vous allez sur le site, mais il y avait deux. C'était les laits en poudre qui étaient dans des boîtes en métal. Voilà. Et il y avait pour le coup une de Nestlé, une de Danone qui était contaminée. Donc on leur a dit mais retirez ces produits. Mais surtout, ce qu'on voulait, c'était faire prendre une décision européenne. Ça n'a pas loupé. Dans les semaines qui ont suivi, il y a déjà eu un avis scientifique du fameux EFSA. En tout cas, ça a bougé dans les institutions européennes, parce que là, ils se sont dit, on ne peut pas ne rien dire et ne rien faire, c'est la santé des bébés qui est exposée. Et on a obtenu une première décision politique européenne de dire, OK, on met une limitation obligatoire dans les laits pour bébés. Première victoire. On leur a dit, c'est super, mais nous, on veut que ce soit dans toute l'alimentation. Donc on a refait des tests dans les 3 pays, qu'on a republiés de façon coordonnée, et on a remontré, et notamment à l'époque c'était dans les bouillons Knorr qui étaient particulièrement contaminés. Là aussi, tous les résultats sont transparents sur notre site internet. Il n'y avait pas que cette marque-là d'ailleurs, mais c'était la plus touchée. Et pareil, on s'est adressé aux marques en disant retirez ces produits et engagez-vous à avoir un système de production où vous testez et vous vous engagez à ce que quand vous mettez ces produits dans les rayons, ils ne sont pas contaminés. Mais les réponses étaient lentes pour le moins. Eh bien, à force d'insister, et en publiant ces résultats, en faisant du bruit médiatiquement pour dire, mais en fait, vous devez rendre des comptes. Vous devez rendre des comptes aux citoyens, aux citoyennes. On a gagné. On a gagné quoi? On a gagné qu'il y a une décision qui a été prise dans une réunion avec tous les États membres et la Commission européenne, et ils ont fixé des seuils. On peut toujours dire on voudrait plus, mais très honnêtement, ils sont très acceptables parce qu'ils permettent véritablement de protéger la santé. Mais c'est jamais fini quand on croit que c'est fini. Parce que les lobbies, ils sont nombreux, et eux, ils vont jusqu'au bout du bout quand ils peuvent détricoter quelque chose. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est... On est petit, Foodwatch, relativement en taille, mais David est costaud quand même. Mais ce qu'on est en train de faire plus sérieusement, c'est de se dire, OK, on va pas lâcher, parce que la prochaine étape, c'est de boucler la boucle, c'est-à-dire que maintenant, il faut que cette décision politique que certains États membres mettent déjà en œuvre, mais pas tous, ça veut dire font des contrôles sur les produits, prennent des sanctions, peuvent même rappeler des produits s'ils sont contaminés, et c'est le cas en France et c'est tant mieux, il faut dire qu'on leur a mis une sacrée pression depuis 2015, mais ce qu'il faut, c'est que ce soit inscrit dans la réglementation européenne.
Et là, ça devient technique. Il faut que ce soit noir sur blanc dans l'annexe de la réglementation européenne sur les contaminants. Donc si on se dit, génial, on a eu la décision politique, j'ai la note, et certains États membres le mettent en œuvre, je m'arrête, les lobbies derrière, ils sont en train de tout faire pour que ça ne soit jamais dans l'annexe, que ça ne soit finalement jamais dans la loi, voire que ce qui va être mis dans l'annexe, les seuils, ils peuvent changer un peu quand même, non? Parce que là, je le sais, ils sont déjà en train de dire qu'il y a des exceptions. Donc on est allé, il y a quelques semaines, à la Commission européenne, on a re-rencontré la Direction générale de la santé pour leur dire ne nous obligez pas à refaire des tests pour refaire du bruit. Il faut le mettre dans la loi et avec la bonne décision. Donc on peut. C'est juste que c'est vrai que c'est fastidieux. C'est vrai qu'il y a plein de moments où je me dis mais ça devrait être une évidence. Quelle tristesse de devoir se battre pour ça. Mais puisque c'est une nécessité, je vous le dis et je vous y invite, serrons-nous les coudes et on peut le faire. Et si je peux juste revenir du coup sur... Parce que c'était très important, Serge, merci d'avoir mentionné le fait que les gens n'ont pas tellement le choix, pour deux raisons. Parce qu'il y a souvent... J'entends beaucoup un préjugé, et malheureusement je l'entends beaucoup dans les ministères, pour tout vous dire, donc j'essaie de le casser au maximum, sur les pauvres. Et sur le fait que, finalement, les consommateurs sont quand même très responsables. Vous l'avez entendu, hein, avec la colère des agriculteurs. C'est quand même un peu la faute des consommateurs s'ils font pas les bons choix. S'ils n'achètent pas des produits France. Encore faudrait-il arrêter de prendre les gens pour des idiots avec des drapeaux tricolores alors que les ingrédients ne viennent pas de France. Et là aussi, je peux vous raconter le détail parce qu'on a obtenu que dans une loi de 2018, il y ait une restriction. Ils ne sont censés pouvoir utiliser des drapeaux maintenant et des petits coqs que si l'ingrédient principal des produits vient de France. Ingrédient principal, ça veut dire au moins 50% de la composition du produit ou quand le nom est associé au produit de façon évidente. Sauf que cette loi n'est pas mise en œuvre. Ou ne l'était pas, puisque Bruno Le Maire, sous la pression des agriculteurs, a fini par dire la semaine dernière qu'il allait multiplier les contrôles là-dessus. Donc déjà, il faut que l'information qui soit accessible pour les consommateurs soit claire. Ce qui n'est pas le cas dans la plupart du temps, puisqu'on est face à un règne de la désinformation qu'on dénonce régulièrement avec des campagnes qu'on appelle arnaque sur l'étiquette. Aujourd'hui encore, mon équipe était partout avec des exemples de cheapflation, je vous passe les détails, mais où les ingrédients ont changé, mais le prix au kilo a augmenté. Et tout ça, bien sûr, dans votre dos, sinon ce serait beaucoup moins drôle. Donc, il y a un manque de transparence, mais il y a aussi un préjugé énorme qui consiste à dire, en fait, les gens pauvres, ils sont quand même un peu bêtes, pardon de le dire comme ça, hein, mais vraiment, je vais être dans la provocation parce que je l'entends beaucoup. Parce que, pourquoi ils choisissent une pizza avec des additifs au lieu d'acheter le brocoli et des fruits et légumes? Mais ils n'ont pas le choix. Et hier, mardi soir, j'ai eu la chance de participer à un débat sur France 2, animé par Marie Drucker, après la diffusion d'un documentaire passionnant sur l'inflation. Et il y avait une personne dans le quartier précaire qui témoignait, qui travaille aussi dans une épicerie solidaire, et qui disait, je sais très bien que des fruits et légumes, je connais très bien les recommandations de Serge Harberg sur le programme nutritionnel national santé, le PNNS, mais je ne peux pas. Et on ne peut pas pourquoi? On ne peut pas parce que le coût kilocalorie, le sentiment de satiété n'est pas le même si je mange des fruits et légumes, mais surtout parce que tant que l'industrie agroalimentaire et les distributeurs nous font des marges incroyables sur le bio et sur les fruits et légumes, et s'ils disent que c'est pas vrai, je répondrai qu'ils le prouvent avec la transparence, ce que j'ai fait mardi soir face au président de l'ANIA, parce que j'ai eu la chance d'être avec lui à ce fameux débat, et d'ailleurs avec Bruno Le Maire et le président d'Intermarché, qu'ils le prouvent. Mais tant qu'il y a cette opacité et qu'ils font des surmarges sur les produits les plus sains, non, les personnes les plus précaires n'ont pas le choix, point. Et le minimum, ce serait de respecter ça et de faire en sorte que ça change. Donc si, dans le système, on met plus de transparence, et on arrête de mettre du sucre ajouté dans les conserves de légumes verts, sérieusement, c'est le cas aujourd'hui. Mais pour quelle raison, en fait? Parce que du coup, le sucre, c'est addictif. Et parce que du coup, ça fait vendre plus. C'est toujours une question de profit. Donc, si on met des produits plus sains à un prix plus abordable, déjà, ce sera une première chose sur l'offre. Et après qu'en face, il y a une partie de la population qui reste dans la précarité et qui ne puisse pas accéder à ces prix-là, si ce sont des prix justes, qui rémunèrent bien nos producteurs, qui aussi prennent en compte des coûts cachés, qui sont plus abordables, mais qui restent peut-être un peu moins abordables pour les gens. Eh bien, faisons une politique sociale, par exemple une expérimentation formidable qui s'appelle la sécurité sociale de l'alimentation, où on peut remettre de la démocratie alimentaire et où on assume que, oui, notre société doit donner les moyens
à tout le monde, y compris les plus précaires, d'accéder à une alimentation à des prix justes. Mais pas quelques acteurs au milieu qui se font des profits indignes et qui créent de la précarité de toutes pièces. Voilà, donc les solutions, elles sont là. Et c'est ça aussi que je voulais partager avec vous. C'est ça les bonnes nouvelles. Il y a plein de bonnes nouvelles. En revanche, il va falloir qu'on mette un peu la pression pour effectivement pouvoir les mettre en œuvre. Une sécurité sociale de l'alimentation, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, parce que c'est intéressant. Absolument. Et puis, il y a, alors, si vous allez voir le replay de ce débat, vous verrez que Boris Tavernier, qui a monté une association qui s'appelle VRAC, l'explique extrêmement bien. Et il y a tout un collectif, d'ailleurs, je vous invite aussi à voir, c'est le collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation. C'est comme ça que s'appelle leur site internet. L'idée, vous voyez la sécurité sociale. Donc, tout le monde cotise. Et si vous allez chez le médecin, tout le monde est remboursé avec le même forfait. Vous voyez ? Mais là, c'est pareil, ce serait un système universel, mais de sécurité sociale pour l'alimentation. Donc l'idée, c'est que ce soit universel, que tout le monde cotise à hauteur peut-être voilà, il faut calculer comment c'est fait, mais surtout que ça donne accès de façon démocratique à un certain nombre de produits et de magasins conventionnés. Ça veut dire qu'on va décider ensemble démocratiquement quels produits et quels magasins on conventionne, et donc à quelle alimentation donne accès ce système de sécurité sociale de l'alimentation. Il y a plusieurs expérimentations en cours, notamment à Montpellier. C'est passionnant et c'est prometteur. Encore faudrait-il que les pouvoirs publics mettent un petit peu plus d'argent vers ces alternatives pour leur permettre d'exister, d'émerger et de pouvoir être à l'échelle nationale. Mais c'est vraiment intéressant, et alors ça nous change un peu de les lobbies, et est-ce qu'on est condamné? Non, on n'est pas condamné, on va pas laisser faire ce système et faire en sorte que ces abus cessent et améliorer les choses, et par ailleurs, il faut faire de l'espace à ces alternatives pour effectivement ne pas rester dans un tunnel où aujourd'hui en France, il y a encore plus de 70% des achats alimentaires qui sont faits dans les supermarchés. Ça c'est pareil, c'est pas une fatalité. Quand on peut faire autrement, si on peut faire autrement, et ça n'est pas vrai dans toutes les régions, mais si on peut faire autrement, quand on peut faire autrement, mieux choisir ses produits et aussi soutenir des alternatives, ça paraît des options intéressantes pour sortir effectivement de cette impasse dans laquelle on cherche à nous enfermer. Merci beaucoup. Serge Egberg, est-ce que vous voulez réagir à ce que vient de dire Karine? Parce que après, on va passer aux questions. Donc, si vous oui, très rapidement, je pense que cette dimension économique est fondamentale. L'accessibilité économique est un élément déterminant des choix alimentaires. Et c'est vrai, et on l'a dit et redit, le consommateur n'est pas totalement responsable. Il a une part de responsabilité, mais son environnement alimentaire, par défaut, n'est pas favorable à une bonne qualité nutritionnelle de son alimentation. Et parmi les mesures, alors il y a beaucoup d'expérimentations extrêmement intéressantes, comme l'a rappelé Karine, mais on sait également que la régulation fiscale qui viserait à taxer des aliments qui sont de faible qualité nutritionnelle et à subventionner au contraire des aliments de bonne qualité nutritionnelle fait partie de l'arsenal des mesures de santé publique qui peuvent être efficaces. C'est documenté. Alors en France, on a déjà une taxe soda, une taxe sur les boissons édulcorées. C'est un premier point, elle n'est pas suffisante, elle est trop faible, elle est impactante. Il existe également dans d'autres pays, on a beaucoup de modèles qui permettent de savoir que si on augmente suffisamment le prix d'aliments qui sont faibles sur le plan de leur qualité nutritionnelle et qu'on subventionne au contraire ceux qu'il faut promouvoir, les fruits et légumes, les légumineuses, les produits céréaliers complets, on arrive à changer les comportements et à permettre de réduire un peu les inégalités sociales de santé liées à l'alimentation. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mesures qui sont parfaitement identifiées, qui sont efficaces. Notre difficulté, pour ne pas subir l'environnement que nous avons, c'est qu'il faut que l'on puisse pousser les politiques à mettre en place ces mesures et de transcender la pression des lobbies. Alors, comme l'a dit Karine, il faut être optimiste. Ça mettra du temps, les lobbies arrivent toujours à gagner quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, peut-être parfois des décennies, mais ça finira par aboutir. Mais pour ça, il faut en effet qu'il y ait une forte mobilisation de l'ensemble des acteurs sociétaux pour pousser les politiques à lutter, à résister à la pression des lobbies et être capable donc de contrecarrer cette action des lobbies. Alors, Karine l'a dit, on est souvent traité de lobbyiste. C'est vrai qu'on a une différence, c'est qu'on défend le bien commun à la différence des lobbies. Et on essaie maintenant de parler, pour bien faire la différence, plutôt de plaidoyer
que de lobby quand on défend le bien commun par rapport au lobby qui défend des intérêts spécifiques. Merci. Donc, on va passer aux questions, puis ça nous donnera l'occasion de rebondir sur d'autres actualités. Donc, il y a une première question par quelqu'un qui est en ligne, très technique. Qui vérifie la pertinence du Nutri-Score sur un produit? Comment vous l'élaborez? Est-ce qu'il y a voilà, est-ce que c'est vous, quand je dis vous, votre équipe, qui fait ça? Alors, le cahier des charges pour le Nutri-Score repose sur deux principes fondamentaux, c'est la transparence et la reproductibilité. Donc, en fait, le Nutri-Score prend des éléments qui sont inscrits déjà sur la face arrière des emballages des aliments sur le tableau nutritionnel. L'algorithme, il est public. Il est géré par Santé publique France, Agence nationale de santé publique en France, qui a déposé la marque qui fait que on ne peut pas utiliser Nutri-Score en dehors du cahier des charges qui est prédéfini. Et donc, bien sûr, il y a quelques contrôles qui sont faits par Santé publique France, par la DGCCRF, par les chercheurs, mais ce serait suicidaire pour un industriel d'essayer de tricher, car très facilement, les consommateurs, les scientifiques ou n'importe quelle structure, peuvent vérifier très facilement le mode de calcul du Nutri-Score et vérifier que celui qui apparaît sur la face avant des emballages des aliments est conforme. Et d'ailleurs, depuis que le Nutri-Score a été mis en place, on a un cas de figure où le Nutri-Score n'était pas le bon. Et c'était d'ailleurs un petit fabricant de jus de pomme qui s'était trompé dans ses calculs. Maintenant, il y a un outil, un tableur qui permet vraiment de permettre facilement d'éviter toute erreur et qui met à disposition aussi bien des industriels que des consommateurs. Et ce fabricant de jus de pomme avait mal fait son calcul. D'ailleurs, il s'était pénalisé lui-même. Mais quelques heures après la mise en place de ces produits sur le marché, des consommateurs ont alerté Santé publique France qu'il y avait une erreur. Donc, la transparence, la reproductibilité fait que, même sans vérification, on peut être à peu près sûr qu'il y a peu de risques de tricherie. Il pourrait y avoir des risques d'erreur. C'est pour ça que tout de même, il y a un minimum de surveillance qui est faite. Alors, il y a aussi une question, notamment sur certains produits comme le beurre, l'huile, des produits qu'on est un peu obligé d'utiliser quand on cuisine. Et là, c'est vrai que quand on regarde le Nutri-Score du beurre, on se dit, bon, on est un peu obligé de mettre du E dans ce qu'on va cuisiner. Alors, comment est-ce que qu'est-ce que vous avez à répondre à cette remarque-là, en fait? Vous disiez que le Nutri-Score permet de comparer des produits équivalents entre eux. Tous les beurres sont E. Hein, ça, j'ai essayé d'en trouver des moins mal notés. Il n'y en a pas. Alors, en fait, il faut bien comprendre la vocation du Nutri-Score. Quand un produit est classé D ou E, ça ne veut en aucun cas dire qu'il ne doit pas être consommé. Ça veut simplement alerter le consommateur que ce produit doit être consommé dans le cadre d'une alimentation équilibrée de façon raisonnable, pas en trop grande quantité et pas trop fréquemment. Et si vous regardez déjà depuis des décennies, les recommandations de santé publique sur le beurre sont claires. Elles disent qu'il faut éviter d'en consommer de façon excessive. Donc, Nutri-Score, ça n'est pas de la prohibition, ça n'interdit pas de consommer les produits qui sont classés DE. Ça rappelle ce que d'ailleurs les recommandations de santé publique disent déjà, que ces produits qui sont sur le plan nutritionnel pas les plus favorables peuvent parfaitement être consommés, mais en quantité raisonnable. Très bien. Je vais peut-être prendre une question de vous qui êtes parmi nous, s'il y en a. Sinon, il y en a encore d'autres sur Internet. Madame ? D'abord, merci beaucoup pour cette conférence et au-delà pour le travail que vous faites en amont, que ce soit ce plaidoyer. On a entendu des choses un peu déprimantes quand même dans cette conférence, il ne faut pas le nier, qu'on connaissait, le poids des lobbies. Enfin, moi, j'étais affolée des chiffres, mais le poids des lobbies, la décision de politique qui obéit au court terme et qui donc le long terme, c'est-à-dire l'impact des pathologies qui est du long terme, voilà, c'est pas pris en compte. J'avais un témoignage et une question. Le témoignage, c'est sur la précarité. Moi, je suis médecin de santé publique et dans le VIH et je travaille beaucoup avec un public très précaire. Dans les associations, effectivement, il n'y a pas le choix.
Alors là, franchement, il n'y a pas le choix et je serais très... Quiconque me dit qu'il y a le choix. Et je vais même jusqu'à vous dire que une fois par semaine, on fait des invendus alimentaires qui sont donc du coup des cadeaux de la grande distribution. Et là, ça me déprime complètement parce que ce n'est que de la malbouffe. C'est-à-dire que vraiment, c'est tout des produits super... trop de sucre, trop de gras, enfin bon bref. Donc, et c'est ça qu'on donne. Et si on ne le donne pas, c'est la révolution parce qu'il n'y a rien. Enfin, donc, la question que j'avais, c'était peut-être à titre personnel comme citoyenne, est-ce qu'il existe sur la nutrition des espèces de guides pour accompagner le citoyen, voire les associations de citoyens, quoi faire au quotidien, comme il peut exister sur le climat, sur l'énergie, sur le développement durable, des petits trucs, le compost pour l'environnement. Est-ce que ça existe? Je ne sais pas. Oui, je vais répondre sur la deuxième partie, Karine complétera sur la première, enfin, votre constatation. Oui, il existe. Alors, il existe mangerbouger.fr, le site de Santé publique France, qui fournit à la fois le cadre des recommandations du service de santé publique sous un format qui est simple à comprendre et qui surtout est extrêmement pragmatique. Il y a même une fabrique à menus qui permet de regarder en rentrant un certain nombre de critères, de préférences ou d'aversion sur certains aliments, d'avoir des conseils extrêmement pratiques. Donc vraiment, je vous recommande d'aller sur le site de Santé publique France, mangerbouger.fr, où là, vous trouverez vraiment tous les éléments d'information. C'est fait pour le grand public, c'est fait pour les professionnels de santé. Il y a vraiment des déclinaisons à différents niveaux, mais c'est extrêmement pratique et extrêmement utile. Et il faut mieux faire connaître ce site. Alors, il figure en bas des bandeaux sur les publicités, mais on a beaucoup de mal à le populariser. Il y a quand même maintenant près de 500 000 personnes qui le consultent chaque mois, mais ça représente le tiers de du public qui vient sur le site des jeux organisés par Nestlé ou Danone. Donc on est encore loin, mais vraiment, je vous conseille d'aller sur ce site car vous y trouverez vraiment tous les éléments pratiques. Oui, sur le côté pratique, ensuite, venez sur le site de Foodwatch parce qu'on donne pas mal d'éléments sur comment lire les étiquettes et puis les scandales en cours, etc. Mais surtout, venez sur le site de Foodwatch parce que, encore une fois, même un consommateur qui se veut un consommateur responsable et éclairé, dans les rayons des supermarchés, franchement, la plupart du temps, c'est juste que tout est fait pour que vous ne puissiez pas faire un choix responsable. Donc, si on ne se met pas ensemble pour continuer à faire ce qu'on fait, qui est de documenter, d'exposer des exemples de produits qui induisent en erreur, du faux made in France, du sucre caché, et j'en passe et des meilleurs, vous vous retrouverez impuissant en fait. Donc il faut faire changer les choses et ensemble on peut le faire. Ça c'est la première partie de la réponse. Et donc il paraît que je le dis pas assez. Donc oui, venez sur le site de foodwatch.fr. Inscrivez-vous à la newsletter parce que c'est vrai que moi quand je vais dans les ministères, ils regardent combien de citoyens et de consommateurs on pèse en tant qu'association de consommateurs. Mais aujourd'hui on a plus de 430 000 abonnés à la newsletter et ça augmente tous les jours. Rejoignez le mouvement et puis pour ceux et celles qui le peuvent, effectivement, contribuer par un don. Pourquoi? Parce qu'on est 100% indépendant et que ça nous permet justement de n'avoir ni l'influence publique, on ne prend aucune subvention, et encore moins l'influence de n'importe quelle entreprise. Donc soyons ensemble pour faire changer les choses, parce que malheureusement, le guide pratique, tant qu'il n'y a pas de transparence et que on nous cache et les prix et la vraie composition des produits avec du marketing et de l'opacité, on va pas y arriver. Juste peut-être pour rebondir, c'est vraiment tous ces sites, enfin il n'y en a pas énormément, mais qui sont en effet indépendants, sont extrêmement importants et ils sont complémentaires. C'est-à-dire dans mangerbouger.fr, vous allez retrouver le cadre des recommandations nutritionnelles avec un aspect pratique, et sur des sites comme notamment celui de Foodwatch, vous allez avoir la capacité de décliner ces recommandations à la lumière du contexte de ce qui est offert réellement, avec en plus tous ces éléments qui sont aussi très importants sur votre site à Foodwatch, qui sont en effet les dénonciations des pratiques qui viennent vraiment contribuer à orienter les choix alimentaires de façon qui ne sont pas les plus favorables à la santé. Sur la question de l'aide alimentaire,
Voilà, je fais cette petite tête un peu contrite parce que c'est un sujet extrêmement compliqué. Mais en même temps, c'est tellement important d'en parler. Donc merci d'avoir posé la question. La situation, elle est la suivante. Et j'ai bossé dans l'humanitaire, comme vous l'avez compris. Donc voilà, je le dis en conscience. Aujourd'hui, cette aide alimentaire, elle est indigne. C'est ce que tous les experts disent, à commencer par les associations qui se donnent un mal fou pour donner une aide alimentaire d'urgence de qualité. Et les associations font un travail formidable, mais à elles aussi, on ne laisse pas le choix. Pourquoi ? Déjà, on crée de la précarité de toutes pièces. Là, ces informations depuis des mois que les queues au Resto du Cœur et aux autres associations ne cessent d'augmenter, vraiment, c'est pas une fatalité, il faut pas l'accepter. Il faut regarder le système et comment on le crée. Et ces marges indues de l'industrie agroalimentaire et des distributeurs n'y sont pas pour rien. Donc déjà, eux, quand ils viennent nous dire tout fiers qu'ils ont fait des dons, il ferait bien de commencer par ne pas créer de la précarité et prendre leurs responsabilités. Je le dis, les yeux dans les yeux avec eux, là. Deuxièmement, oui, bien sûr qu'il y a des besoins humanitaires. Et bien sûr qu'il faut y répondre. Mais il faut y répondre de façon digne et avec une alimentation de qualité. Or, qu'est-ce qui se passe ? Toute une partie des produits alimentaires qui sont donnés à ces associations pour être donnés aux personnes dans le besoin vient de la grande distribution et de l'industrie agroalimentaire. L'idée vient d'une bonne idée. C'était pour lutter contre le gaspillage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des dons de déduction fiscale. En fait, on va faire des cadeaux financiers sous forme de déduction fiscale à la grande distribution et maintenant à l'industrie agroalimentaire qui donnent leurs invendus. Ok, sauf que c'est des millions d'argent public, que l'ADEME a sorti un rapport il y a quelques mois en mentionnant des millions de gaspillages parce qu'il y a des dons qui sont faits de produits qui ne peuvent pas être distribués tellement ils sont en mauvais état. Donc en fait, on délègue aux associations caritatives de gérer les déchets qui ne peuvent pas être donnés, mais on récupère quand même de la déduction fiscale d'argent public qu'on donne à une industrie agroalimentaire et des distributeurs qui déjà prennent des marges au passage sans qu'on y voit rien. C'est quoi ce système ? Bien sûr qu'on ne va pas accepter ça et qu'il est temps d'en parler. Donc l'aide alimentaire, l'aide humanitaire, bien sûr, mais là, on a la responsabilité dans notre société, et à commencer par l'État, de s'assurer que les choses sont bien faites. Et dans ces accords qui sont faits entre la grande distribution et les associations et les banques alimentaires et tous ces gens formidables qui se donnent du mal, la plupart du temps de façon bénévole, pour aider les plus précaires, dans ces accords, j'ai vérifié, il n'y a pas, sinon j'attends qu'on me prouve le contraire, mais vraiment j'ai vérifié, il n'y a pas le moindre critère de qualité. Voilà. PNNS, ils savent pas que ça existe. Voilà. Donc ça, c'est pas possible en fait. C'est pas possible dans une société en 2024 où on crée de la précarité, on met des gens en dehors du chemin et en plus, on leur donne des restes sans critères de qualité et sans un bon accompagnement. Je vais m'arrêter là parce que ça me met hors de moi en fait. C'est totalement insupportable. Et pourtant, il y a des millions de gens qui vraiment font de leur mieux pour aider les gens dans la précarité. Donc là, l'État doit prendre ses responsabilités, et je vous le dis, les distributeurs et l'industrie agroalimentaire aussi. Il faut qu'ils arrêtent de pérorer sur le fait qu'ils aident les banques alimentaires et les Restos du Cœur. Qu'ils voient quelle est leur part de responsabilité, et là, je suis désolée, ils font plus partie du problème que de la solution. Alors, on a plein de questions. Je prends une question. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'alternatives au supermarché ? Alors là, j'imagine que c'est une question de prix, en fait, hein, de prix à l'achat. Est-ce qu'il y a des alternatives au supermarché qui sont pas plus chères ? Voilà. C'est une question très difficile. Bien sûr que j'aimerais avoir une réponse simple, mais ce serait faux. D'abord parce que l'accessibilité, c'est aussi quelle offre existe dans la région dans laquelle vous êtes. Et qu'il y a des régions où vous n'avez plus le choix en fait, parce que parfois les supermarchés ont aussi mangé un peu l'espace et qu'il y a plus de petits commerçants. Ensuite, il y a tout un débat sur le fait d'acheter local, mais acheter local ne veut pas nécessairement dire acheter d'abord plus sain ou acheter à un meilleur prix. Je l'encourage pour des raisons environnementales et parce que ça peut être une partie de la solution, mais ça n'est pas aussi simple. C'est-à-dire qu'il faut vérifier de quoi on parle. C'est des fruits et légumes produits avec le logo agriculture biologique, ça veut dire qu'ils ont été produits sans pesticides de synthèse. Ça n'est pas pareil que des fruits et légumes qui ont certes poussé localement, mais qui ont été traités, par exemple. Donc, il n'y a pas de solution très simple, mais pour ceux qui peuvent,
qui ont le temps, l'offre géographique, les moyens financiers. Renseignez-vous surtout. Renseignez-vous sur les différentes offres autour de chez vous. Renseignez-vous s'il y a la possibilité d'avoir un accès direct à des producteurs locaux, des productrices, et qu'est-ce que ça veut dire, quelle est la qualité de leur production, à quel prix vous pouvez l'avoir. Il n'y a pas de solution toute faite, mais il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas non plus que le supermarché qui existe, et regardez ce qui existe dans votre région, ce serait mon meilleur conseil. Il y a une question aussi sur la confiance qu'on peut avoir dans le bio. En fait, première question, et une sous-question qui est que penser de ces produits qu'on trouve dans les vendeurs de surgelés sans résidus de pesticides. Voilà, qu'est-ce que vous avez à dire sur ces sans résidus de pesticides, et est-ce qu'on peut faire confiance au bio? Alors déjà, la très grande différence, c'est des labels certifiés, contrôlés, tels que le label bio, et des espèces d'appellations sur base volontaire inventées par les directions marketing des géants de l'industrie agroalimentaire. C'est le cas des résidus de pesticides. C'est-à-dire que ça n'est pas du tout ni certifié ni contrôlé de la même façon que les agricultures biologiques. Donc, puis j'adore parce que mon équipe parfois, et puis souvent ce sont les gens en fait qui nous remontent des informations sur des emballages qui induisent en erreur. Et du coup parfois mon équipe me montre des produits, alors ils mettent sans conservateur. Oui, enfin, il n'y en avait pas. Il n'y a aucun sens d'en avoir. Mais ça, c'est pour vous rassurer, pour vous dire, alors, sans conservateur. Mais par contre, vous allez avoir des résidus de pesticides. Ou alors, sans résidus de pesticides. Mais vous avez 30 additifs. Voilà. Donc, déjà, mon premier conseil, c'est ne vous faites pas avoir par ce marketing indécent sur les emballages. Regardez la liste des ingrédients. On ne peut pas avoir accès à toutes les informations, mais au moins celle-là, on y a accès. Et petit tuyau, je pense que vous savez, mais dans la liste des ingrédients, c'est décroissant. C'est-à-dire que ça commence par l'ingrédient le plus présent, qui est en plus grande quantité dans le produit, et ça décroît comme ça. Donc ne vous faites pas avoir par tous ces trucs sur l'emballage. Et c'est marrant parce que quand on leur demande aux industriels et aux distributeurs, par exemple sur la shrinkflation que Foodwatch avait dénoncé, vous vous en rappelez peut-être, c'est-à-dire, pardon, c'est un mot anglais, mais ce que ça veut dire, c'est que il réduisait la quantité et en augmentant le prix au kilo sans vous le dire. Du coup, nous on a dénoncé un certain nombre de ces paquets. D'ailleurs, c'est un des rares sujets sur lesquels Bruno Le Maire a agi. J'espère qu'il va aller jusqu'au bout, là en avril, avec une réglementation pour justement obliger les distributeurs à être transparents. Mais quand on a demandé aux distributeurs et à l'industrie de dire, bah, mettez-le, on vous demande de le mettre pendant au moins 3 mois à l'avant de l'emballage pour que les consommateurs, les consommatrices sachent que vous avez réduit la quantité et monté le prix au kilo, ils nous ont dit, certains, il n'y a pas la place. Je vous promets que c'est vrai. Alors ils nous ont dit il n'y a pas la place, et ils nous ont dit vous comprenez, on a baissé parce que sinon le prix par produit il est trop cher pour les gens. Et donc en fait il vaut mieux mentir aux gens pour leur faire croire que du coup ils ont payé pas plus cher alors qu'ils en fait ils ont payé plus cher. C'est quoi l'histoire? Donc sur les emballages ils ont la place de mettre ce qu'ils veulent. Méfiance sur ce qu'ils mettent. Et je suis pas en train de dire tous pourris, c'est vraiment pas mon discours. Je vous dis juste que par expérience il y a beaucoup trop un règne de la désinformation. Donc voilà, méfiez-vous justement des appellations sur base volontaire et assez folkloriques parfois. Maintenant sur le label bio. Il faut être très clair déjà sur le fait que ce ne sont pas exactement les mêmes critères. En fait, le label bio, c'est, pardon Serge, je parle sous votre contrôle, mais c'est un peu comme le Nutri-Score. C'est-à-dire que quand on a envie de le casser, on peut. En fait, c'est pas parfait, mais ça apporte ce que ça apporte. Donc déjà, c'est vrai qu'un des problèmes, c'est qu'il n'y a pas les mêmes critères selon que c'est le label européen ou par exemple la labellisation dans d'autres pays, d'autres régions du monde. Donc ça pose un problème de distorsion. Bon. Il est vrai aussi que, par exemple, des arnaques sur l'étiquette, ça arrive qu'il y en ait sur des produits bio, on en trouve, et d'ailleurs on les montre de la même façon et on leur dit, bon, là, faites un effort, c'est n'importe quoi. Ça arrive aussi qu'il y ait des produits ultra transformés dans le bio. Et ça pose les mêmes questions. Voilà. Donc je ne suis pas en train de vous dire c'est parfait. En revanche, c'est un label extrêmement sérieux. C'est un label qui est vérifié. C'est un label qui est vraiment strict. Et notamment sur la question de l'utilisation des pesticides. Donc sur les produits bio, il y a 0 utilisation de pesticides chimiques. Voilà. Et il y a d'autres critères comme ça qui font que si vous pouvez vous le permettre, et on fera tout ce qu'on peut pour qu'il n'y ait pas ces surmarges là sur le bio et de le rendre plus accessible, et la question de plus de subventions a tout son sens aussi, si vous pouvez vous le permettre, quand même, il y a un certain nombre de critères dans le cahier des charges du bio qui fait que pour votre santé, c'est meilleur.
Voilà. Et notamment quand on parle de produits bruts. Et si on doit choisir des produits bio, Serge, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Est-ce qu'il y a des produits, est-ce que c'est ceux qu'on consomme le plus? Est-ce que ce sont les fruits et légumes? Voilà. Qu'est-ce que vous nous conseilleriez s'il fallait choisir? Les recommandations du Conseil de santé publique aujourd'hui sont claires. C'est plutôt donc favoriser dans la consommation des aliments à promouvoir, donc les fruits et légumes, les légumineuses, les céréales non raffinées, complètes, de privilégier le bio. Donc, c'est vrai, ce qu'a rappelé Karine, on peut avoir des aliments ultra transformés qui sont bio, on peut avoir des aliments gras, sucrés et salés, même bio, il reste gras, sucré et salé. Si vous prenez des biscuits ou des chocolats, ils seront, sur le plan nutritionnel, aussi défavorables que nos produits conventionnels. Ils ont simplement l'avantage d'être théoriquement sans pesticides. Donc, c'est plutôt les produits d'origine végétale que l'on recommande à privilégier le bio. Et simplement, si on prend d'autres produits qui sont gras, sucrés, salés, qui ont le label bio, il faut être conscient qu'ils ont l'avantage d'être bio, mais qu'ils restent gras, sucrés et salés. Il ne faut pas qu'il y ait d'effet de halo dans la perception du consommateur. Mais d'une façon générale, vraiment les fruits et légumes, les produits végétaux d'une façon générale, si l'on peut, parce qu'il y a en effet un problème d'accessibilité économique, il faut plutôt privilégier le bio. C'est important pour la santé individuelle. On commence à avoir des travaux qui sont significatifs en termes de possibilités d'impact sur la santé, mais c'est vrai également pour la santé de la planète. Et tous les produits qui sont à base de céréales, voilà, quand c'est quand même des céréales qui n'ont pas été traitées, c'est quand même intéressant pour la santé aussi, et c'est une grosse différence par rapport aux produits qui ne sont pas bio. Est-ce qu'il y a une autre question? Merci. On parle beaucoup là en ce moment de produits traités, non traités, de labels bio, etc. Et au début de la conférence, vous avez à juste titre précisé qu'il fallait surtout pas opposer les producteurs et les consommateurs. Mais justement, moi je me pose la question, est-ce que parmi les producteurs, parmi les agriculteurs, beaucoup ne sont pas eux aussi condamnés à subir ? Et donc, on a bien vu avec les derniers événements cette fuite en avant, parce que peut-être, mis à part les discours de la Confédération paysanne, tout allait dans le même sens, vers la fuite en avant. Et donc, eux aussi sont en partie condamnés. Et si les produits de base sont pas forcément de grande qualité, à l'arrivée, on les trouvera pas de qualité non plus. Vous avez totalement raison. Et donc c'est important d'insister là-dessus. Les agriculteurs, agricultrices sont les premières victimes de l'usage direct des pesticides, c'est démontré, et de deux, qui peut penser qu'une fuite en avant de continuer à détruire le vivant, les sols, les insectes, les oiseaux, avec toute la pollinisation, avec tout ce qui va derrière, qui peut penser que c'est ça qui va nous permettre d'avoir une agriculture plus pérenne et de répondre au mal-être des agriculteurs et des agricultrices? Bien sûr que ça n'a aucun sens, mais encore une fois, vous avez raison, les gens ont été rendus dépendants. Après la guerre, il y a eu une volonté étatique de dire « Oh là là, il faut qu'on nourrisse tout le monde, souveraineté alimentaire, donc on y va, on intensifie, productivisme, utilisation des engrais, utilisation des pesticides à fond. » Et les gens se sont endettés pour rentrer dans ce modèle. Donc d'une part, il y a tous ceux qui sont enlisés dans ce système. Et c'est bien pour ça que je disais, bien sûr que Foodwatch et beaucoup d'autres, on prône et on soutient une sortie des pesticides, mais en accompagnant nos producteurs, nos productrices, qui doivent pouvoir vivre dignement de leur production et de façon saine pour eux, pour l'environnement, les champs, les sols, l'eau, et pour l'alimentation et les consommateurs et les consommatrices in fine. Et ceux qui aujourd'hui le font sans pesticides, ils sont capables de le faire. Le seul problème, c'est que comme on a étouffé derrière la consommation, en ce moment, les producteurs, ils s'en sortent pas, ceux qui font du bio. Mais pourquoi ? Mais parce que tant qu'on a des surmarges sur les produits bio et que du coup, les gens sont dans la précarité de plus en plus, ces prix-là continuent à être trop hauts et c'est juste pour une petite minorité qui peut se le payer, la demande, elle baisse. Si la demande, elle baisse, l'offre en face, elle n'est pas en forme. Donc, encore une fois, rééquilibrer l'équation, c'est sortir des pesticides avec une transition agroécologique intelligente accompagnée, où on ne laisse personne sur le bord de la route, et avoir cette question des coûts justes, des prix justes des produits alimentaires, et notamment des produits alimentaires les plus sains et les plus durables. Voilà. Après, il y a une minorité
Alors, ils portent de la voix, hein, ça je vous l'accorde, donc on les a beaucoup entendus, mais il y a une minorité d'agriculteurs qui, eux, font une agriculture intensive sur des terres extrêmement vastes et qui captent 80% de la PAC, qui représente 9 milliards par an pour la France. Voilà, donc eux, ils sont non seulement dépendants, mais ils se sont aussi mal habitués à avoir une part du gâteau extrêmement intéressante, qui fait qu'ils n'ont pas trop envie de changer de système. Voilà, mais on trouvera toujours des gens qui n'ont pas envie de changer de système. Mais est-ce que c'est dans l'intérêt de la majorité? Non, c'est faux. En revanche, est-ce qu'ils font partie des lobbies les plus puissants? Et là, je parle de la FNSEA, bien sûr. Oui, ils font là encore partie d'un des lobbies les plus puissants, qui est une minorité qui a mainmise sur un marché, sur une manne financière, et qui ne voit pas son intérêt privé à changer et qui va tout faire pour maintenir un système qui, en fait, est un système qui asphyxie la très grande majorité de la population et des agriculteurs et agricultrices. Donc là, c'est pareil. Non, on n'est pas là pour l'accepter. Et d'ailleurs, je vous le dis, la décision du renouvellement du glyphosate au niveau européen, on est en coalition avec d'autres associations pour l'attaquer, cette décision. On ne va pas laisser faire, on va attaquer cette décision du renouvellement du glyphosate en justice. Et en France, cette histoire de « on met en pause » le plan éco-phyto qui consistait à réduire les pesticides, qui d'ailleurs ne marchait pas trop fort déjà. Donc là, au moins, c'est clair, quand on dit on met en pause, on ne sera pas surpris qu'on n'arrive pas à les baisser, au moins c'est plus transparent. Mais c'est totalement inacceptable. Et bien sûr qu'on ne va pas en rester là. Parce que ça ne sert absolument pas. La raison pour laquelle la majorité des agriculteurs et des agricultrices se sont embêtés à venir avec leurs tracteurs sur des autoroutes, au lieu de bosser dans les champs, alors qu'ils, comme on le sait, ils bossent énormément. Ça ne répond absolument pas. Parce que moi, les agriculteurs et les agricultrices qui ne font pas partie de cette petite minorité, je ne les ai pas entendus parler de pesticides. Je les ai entendus dire qu'ils voulaient vivre dignement de leur production et qu'ils voulaient être reconnus dans leur travail, où ils travaillaient dur, et ils ont envie d'être reconnus par les citoyens, les citoyennes, comme un métier important, difficile, qui nous nourrit. Eh bien moi, je vous dis merci, producteurs et productrices qui nous nourrissez. Et on fera tout ce qu'on peut pour vous aider, pour que ensemble, on aille vers une transition sociale et environnementale, pour plus de justice sociale et de justice environnementale. Ensemble, on n'oppose pas les gens. En revanche, l'intérêt général, il est au milieu de l'équation. Et c'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on va tous pousser ensemble. Merci, je crois que, sauf s'il reste une question, mais on peut terminer là-dessus. Merci beaucoup. On a appris beaucoup de choses, hein, je pense, ce soir. Merci. J'ai 2 annonces à faire pour la suite. Donc, la Vie est une association de lecteurs qui s'appelle les Amis de la Vie. Et la prochaine université des lecteurs de la vie aura justement pour thème « Se nourrir, mais de quoi ?» Donc c'est sur l'alimentation, les nourritures, et elle aura lieu dans un certain nombre de mois, puisque elle se tiendra du 15 au 19 octobre 2024 à Najac dans l'Aveyron. Mais je vous le dis parce que ça peut faire son chemin et c'est un moment très très intéressant pour nos lecteurs et puis ceux qui veulent nous rejoindre. Et puis une autre annonce plus près dans le temps, la prochaine conférence La Vie dans cet auditorium et en ligne, aura pour thème l'Arménie, une civilisation plurimillénaire menacée, avec Michel Pétrosian, qui est historien et compositeur. Et cette conférence, nous l'avons organisée parce que nous allons publier un hors-série sur l'Arménie, voilà, qui va sortir. Je vous remercie, bonne soirée à tous, et merci à vous, merci beaucoup d'avoir été là. Merci.